Bonjour tout le monde. Voilà, l'idée c'était de vous parler un petit peu de nouveautés dans les AVC et puis elle va vous faire un petit retour sur notre filière, sur notre travail à Saint-Camille depuis maintenant un an. Dès que Clément nous laisse l'écran. Voilà un petit sommaire là de quoi on va parler, les actualités dans les AVC ischémiques, hémorragiques, la filière neurovasculaire et puis si on a suffisamment de temps, quelques petits cas de Julie. Alors, dans les accidents ischémiques cérébraux, donc on a la phase aiguë. Bon, grande nouveauté, toujours que 4h30 pour intervenir. Le traitement de base, ça reste toujours la thrombolyse intraveineuse, plus ou moins la thrombectomie endovasculaire si un thrombus qu'on voit sur l'ARM. La nouveauté, c'est que probablement l'actylyse va être remplacée tranquillement par sa petite sœur, la ténéctéplase. Alors, elle a un peu plus grande spécificité à la fibrine. Elle a une demi-vie un peu plus longue et puis surtout, ce qui plaît au neurologue vasculaire, c'est que c'est plus facile en administration puisque c'est un bolus, contrairement à l'actylyse qui a une perfusion sur 1 heure. Donc, comme on a très envie d'aller très vite, voilà, je pense qu'elle va tranquillement rentrer dans nos habitudes. Alors, l'autre nouveauté, et ça c'est tout frais, ça vient de sortir, que la revascularisation est possible, y compris dans les infarctus massifs. Alors jusque-là, on se disait, l'infarctus massif, hors de l'éthrombolyse, le tissu nerveux, il est mort, ça ne sert à rien qu'on intervienne là-dessus. Il y a l'équipe de Montpellier qui vient de sortir une étude qui s'appelle Extremis Last, c'est un sous-étude de l'étude Last, qui montre que même dans les infarctus massifs, le fait de reperméabiliser le vaisseau, ça a un avantage et les patients, un patient sur 5 qui va ressortir chez lui après la rééducation avec un score de Rankin à 4, donc il est suffisamment autonome pour rentrer à la maison. Alors, la phase hospitalière, donc bilan éthologique rapide, surtout les artères, surtout le cœur, pour éliminer les cardiopathies emboligènes et puis rechercher la fibrillation atriale. Alors, la fibrillation atriale, si on la trouve pendant l'hospitalisation, c'est très bien. Si on ne la trouve pas, il faut continuer après l'hospitalisation, éventuellement avec la pose des dispositifs implantables, le Rivil, pour pister les troubles du rythme paroxystique qui sont à l'origine de pas mal d'infarctus cérébraux. La rééducation précoce, donc la rééducation, il faut la démarrer idéalement dans les 48 heures après la survenue de l'AVC. Dans les conditions idéales, il faut que ce soit un kiné, un orthophoniste et un ergothérapeute. Donc l'idée, c'est d'évaluer les déficiences et leur sévérité initiale pour pouvoir après orienter le patient soit vers un nécessaire neuro, soit vers un nécessaire gériatrique si besoin, voilà, ou à la maison avec une rééducation en HDJ ou par les rééducateurs libéraux. Et puis surtout prévenir les complications, les principales, la pneumopathie de déglutition et les escarres, d'où la bonne installation des patients. Alors, quoi faire des AET et des AVC mineurs? C'est ceux qui ne vont pas rester à l'hôpital et qui vont venir vous consulter au cabinet, soit le lendemain, soit 3 mois après que c'est arrivé. Les questions que vous posez, vous pouvez vous poser. Est-ce que j'envoie le patient aux urgences, mais il va peut-être passer 6-8 heures aux urgences et on n'est pas sûr qu'on lui fera les examens nécessaires. Est-ce que je lui demande de voir un neurologue? Mais là encore, c'est plus difficile. Il va attendre 6 mois pour voir un neurologue. Est-ce qu'il faut faire une imagerie avant? Est-ce que je mets une double antiagrégation plaquettaire? Parce que maintenant, on en parle de plus en plus. Ou alors, tout simplement, est-ce que je contacte Julie? Et si jamais vous avez cette idée, je vous ai mis les coordonnées juste en bas. Alors, pour décider ce que vous faites de vos patients, il y a eu des scores de stratification de risque. Donc, le plus connu, c'est le score ABCD. Donc, qui vous permet de savoir si le patient il est à bas risque, à risque modéré ou à haut risque de récidive, parce que c'est ça le risque des AIT ou des AVC mineurs, c'est que c'est la récidive dans la semaine qui suit le premier événement et que du coup, ça peut être un AVC massif avec handicapant. Et donc, les Canadiens, ils ont sorti un score que j'aime beaucoup, avec des petits points en fonction des manifestations cliniques. Donc, vous voyez le déficit, on a les troubles de langage, là, des arthrioaphasies qui ramènent des points. Et puis surtout, ce qui ramène des points, c'est le fait que ça soit le premier événement de la vie, que les symptômes aient duré plus de 10 minutes, et puis surtout les patients qui ont une sténose artérielle connue non chirurgicale au moment de son événement.
Attention, les patients qui ont fait leur événement sous traitement antiplaquettaire, ça leur apporte 3 points d'emblée, donc ils sont déjà d'emblée à un risque assez élevé de récidive. Alors, ce que j'aime bien aussi dans ce score, c'est qu'il y a les vertiges. Vous voyez les vertiges, ils enlèvent 3 points. Donc, quand il y a des vertiges de moins de 10 minutes, ce n'est pas un AIT, c'est probablement une cause ORL, autre, mais il faut rassurer le patient. Oui, il faut faire le bilan, mais ce n'est pas la peine de l'envoyer aux urgences en disant vous avez fait un AVC. Voilà, et puis bah, après, en fonction des points, soit il y a un risque très faible, dans ce cas, on fait le bilan en ville, et puis éventuellement, on le voit en consultation, soit le risque il est moyen, il faut l'envoyer aux urgences, soit il est très élevé, et là, il faut l'envoyer aux urgences où il y a un neurologue vasculaire. Donc là, pour nous, le secteur, c'est Mondoir. Alors, pour ce qui est du traitement, Julie, tu as encore fait n'importe quoi, elle n'est pas là, mon cholestérol. Donc, le traitement antithrombotique, c'est une double antiagrégation plaquettaire pour une durée de 21 jours avec par la suite soit le cardégique, soit le Plavix seul. Alors maintenant, dans les services des urgences, on fait de plus en plus une dose de charge au début de la double antiagrégation plaquettaire par 160 mg d'aspirine et 300 mg de Plavix, mais attention, uniquement après une imagerie cérébrale. Le traitement de l'hypertension artérielle qui reste quand même un facteur de risque majeur de récidive des AVC, la question qu'on se pose, est-ce que, pardon, excusez-moi, est-ce que l'hypertension, on la descend en dessous de 140-90 ou 130-80? Il y a eu des études qui ont été réalisées là-dessus. On sait que plus on diminue la tension artérielle, mieux c'est. Mais il y a d'autres études qui ont montré que on peut être délétère et donc à discuter au cas par cas, surtout quand il y a une sténose carotidienne bilatérale qui est au-dessus de 70%, quand il y a des personnes qui sont âgées de plus de 80 ans, surtout s'ils ont des troubles cognitifs, ou alors s'il y a une pathologie rénale préexistante. Et donc, du coup, là, on peut être délétère sur la fonction rénale. Sinon, pour les autres, pour les personnes jeunes qui n'ont pas ces problèmes-là, n'hésitez pas à baisser la tension vraiment en dessous de 130-80 mm de mercure. Pour ce qui est du cholestérol, donc il y a toujours l'étude Princesse, l'étude Sparkle qui était sortie il y a quelques années et suite à laquelle on met de la torvastatin 80 à tous les patients qui ont fait des AVC. Donc le but, l'objectif du cholestérol, c'est un LDL cholestérol inférieur à 0,7 g par litre. Contrairement aux cardiologues où ils sont un petit peu plus agressifs, ils descendent en dessous de 0,5. Nous, on s'arrête à 0,7. Donc le traitement, ça laisse toujours les statines, plus ou moins les équilibres. Pour l'instant, on n'a pas d'études qui nous montrent la supériorité de Repata. Vous savez, c'est un anticorps monoclonal, l'évolucumab qu'on utilise dans les dispositifs. En tout cas, si les patients ne supportent pas les statines, les étimibes, qu'ils ont toujours un cholestérol LDL à 2 grammes, je pense qu'il faut discuter le Repata. Alors, ce qui reste primordial, c'est bien sûr l'éducation des patients. Donc, il faut mettre ces affiches partout dans vos cabinets. Donc, les affiches qui sont faites par la Société française de neurologie vasculaire, la SFNV. Donc, vous voyez, sur la dernière, c'est contrôler la tension artérielle, le diabète, l'activité physique, le régime alimentaire et puis arrêter de fumer. Apprendre aux patients comment reconnaître les premiers cycles de l'AVC afin qu'ils ne restent pas à la maison pendant 3 jours avant de consulter. Et puis, j'ai mis la lune au milieu puisque bien dormir, c'est important. Et maintenant, on a de plus en plus de données que le sommeil, le mauvais sommeil est un facteur de risque des AVC. Et avec une nouvelle étude qui vient de sortir, c'est tout frais, tout chaud. C'est une étude de cohorte. Alors qu'ils ont sorti un score sur 5 points. Vous voyez, il y a la durée du sommeil, l'absence de l'insomnie, le chronotype, l'absence de ronflement et l'absence de somnolence diurne excessive. Alors, je ne parle pas du syndrome d'apnée du sommeil, parce que le syndrome d'apnée du sommeil, maintenant, c'est confirmé, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, il faut le rechercher. Donc là, c'est des patients qui n'ont pas d'apnée du sommeil. Et je vais m'arrêter un peu sur le chronotype. Donc, le chronotype, c'est la durée de sommeil des gens, c'est biologique, j'ai envie de dire. Ne malheureusement pas le changer. Et donc, c'est attribué à des petits animaux. Le dauphin qui dort jamais, l'ours, à qui je me reconnais facilement, c'est celui qui se lève tard et se couche tôt. Le lion, c'est celui qui se couche tôt mais qui se lève très tôt. Et puis le loup, c'est celui qui vit la nuit. Donc, le mieux, c'est d'être des lions. Alors, on sait, selon cette étude, que ce score-là, il est inversement proportionnel à la présence d'une pathologie cardiovasculaire.
Et puis, si on essaie de corriger certains points, qu'on peut les corriger, donc l'insomnie, les ronflements, la somnolence diurne excessive, et ben, on réduit le risque de 16% par point. C'est énorme, et je pense qu'on va entendre parler encore du sommeil. On va peut-être refaire un staff sommeil un de ces jours, je ne désespère pas. Alors, l'activité physique, pour être rapide, il faut avoir 1h30 d'activité physique intensive ou 3 heures d'activité physique modérée en aérobie par semaine. Le mieux, c'est 3 fois par semaine pour les patients supérieurs à 65 ans. Et puis, si on peut rajouter 2 jours de plus de stretching, de renforcement musculaire, c'est encore mieux. Qui fait 3 heures par semaine de sport? Bien, bravo. L'alimentation, donc plus fruits, légumes, huiles végétaux, poissons et moins de viande rouge. Ça. Voilà. Et puis, je vous donne une nouvelle application parce que c'est très à la mode, qui est recommandée par la CFND, qui a été inventée par une équipe dijonnaise et alors qui est gratuite sur tous les smartphones. Et donc, du coup, vous pouvez, il y a toute une enquête au tout début, vous mettez vos habitudes de vie, vous calculez le score, le risque de l'AVC, et puis après, il y a des petits conseils comment diminuer votre risque. Et puis, bah, il y a un suivi à distance, hein, un suivi dynamique, on va dire. Et puis, il y a une page où il y a tous les symptômes des AVC, ce qui permet aux patients aussi de reconnaître les symptômes si jamais ça arrive. Moi, je l'ai mis sur mon téléphone, ça va, je ne suis pas très à risque. Alors, pour ce qui est des hémorragies cérébrales, à la phase aiguë, il n'y a pas grand-chose. L'étude Interact, maintenant, c'est à 4. Moi, quand j'étais à neurovasculaire, on était à 2. Donc, ces études, c'est le contrôle de la tension artérielle à la phase très aiguë d'une hémorragie cérébrale. Donc, Interact 4 sont intéressés au contrôle de la tension artérielle à la phase préhospitalière. Donc, quand les patients ils sont dans le camion des pompiers et du SAMU, alors, elle n'est pas très concluante, mais parce que les patients n'ont pas eu d'imagerie cérébrale, donc il y avait des infarctus cérébraux là-dedans. Et quand on regarde ce qui a donné parmi les infarctus cérébraux, le fait de baisser la tension artérielle de façon très agressive, c'était plutôt délétère. Les hémorragies, c'était plutôt mieux. Donc, voilà, c'est quand même difficile de mettre en place, à moins d'avoir un scanner cérébral dans le camion des pompiers, mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Et l'étude suisse, qui est la crâniectomie décompressive dans les hémorragies cérébrales, malheureusement, ça ne marche pas non plus. Alors, je viens vous parler de l'angiopathie amyloïde un petit peu. Donc, vous savez que c'est une microangiopathie cérébrale qui est liée à l'âge et qui a un rapport avec un dépôt de bêta-amyloïde 40 et 42 dans les parois des artères. Ça touche surtout les artères leptoméningiées et les artères corticales. C'est de plus en plus fréquent. Donc, la prévalence estimée est de 20 à 40% parmi les patients non démons, de 50 à 60 chez les sujets démons et jusqu'à 90% chez les patients ayant une maladie d'Alzheimer. Alors, il y a un continuum entre l'angiopathie amyloïde et la maladie d'Alzheimer, parce que ce même amyloïde se dépose dans les corps neuronaux dans la maladie d'Alzheimer et dans les vaisseaux dans l'angiopathie amyloïde. Donc, on pense que quand même, il se passe quelque chose entre les deux. Alors, l'angiopathie amyloïde, il y a des présentations cliniques qu'on connaît, c'est les hématomes lobaires et le déclin cognitif. Il y a des manifestations cliniques qu'on connaît un peu moins, et c'est les TFNE, c'est des événements neurologiques transitoires. C'est une espèce d'aura amyloïde qui sont en rapport avec le dépôt d'hémosidérine qui peut, à tort, nous orienter vers des accidents ischémiques transitoires, des micro-infarctus silencieux. Et puis, il y a rarement des formes inflammatoires, mais qui sont très, très rares et qui sont très agressives et très aiguës. Et puis, on a des présentations radiologiques. Alors, contrairement à ce qu'on savait pensait jusqu'à maintenant, on a deux types de manifestations. Une manifestation hémorragique qu'on connaissait, les hémorragies lobaires, les microsaignements corticaux, l'hémosydérose corticale et l'hémorragie méningée spontanée. Mais on a aussi des présentations non hémorragiques, c'est les micro-infarctus, qui sont à prédominance corticale, c'est la leucopathie multispot et c'est les espaces pédivasculaires dilatés.
Alors, ces 2 derniers ont été mis récemment dans les nouveaux critères diagnostiques de l'angiopathie amyloïde, les critères de Boston. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur les signes non hémorragiques. Donc, la leucopathie multispot, la main gauche, je ne suis pas très habile. Donc là, vous la voyez là. Donc, c'est contrairement à l'angiopathie vasculaire, on voit la leucopathie vasculaire, on a des plages qui sont très confluentes. Là, c'est vraiment plusieurs formations ovalaires, en fait, qui sont à prédominance sous-corticale. Donc, il faut qu'on connaisse plus que 10. Dans tous les cerveaux, il faut que ça soit des 2 côtés dans les 2 hémisphères. Il n'y a pas de limite de taille, ça peut être des petits comme des gros. Et puis, on exclut les lésions confluentes périvasculaires de l'angiopathie vasculaire habituelle. Et puis, pour ce qui est des espaces de Virchow probants, on les voit sur les séquences T2. Il faut qu'il y en a plus de 20 pour considérer comme un critère l'angiopathie amyloïde dans les 2 centres sémiovales, dans le centre sémiovale d'un seul hémisphère. Alors, je vous ai mis là une image avec un peu toutes les présentations radiologiques de l'angiopathie amyloïde. Donc là, les hématomes lobaires, les microsaignements qui sont très corticaux. Contrairement à l'hypertension ou les microsaignements, ils vont être surtout au niveau des noyaux gris centraux. L'hémocydérose corticale. Alors, l'hémocydérose corticale diffuse. Vous voyez, les sillons, ils sont tout noirs. Normalement, ils devraient être plus blancs. La leucopathie multispot. Les espaces périvasculaires dilatés, ils sont tout petits là. Les infarctus silencieux qui sont corticaux, et puis les lacunes ischémiques qu'on voit à distance qui sont là aussi de localisation corticale. Donc les critères de Boston, ce que je vous disais, avant on avait pour dire que c'est une angiopathie amyloïde probable. Alors l'angiopathie amyloïde définie, c'est que à l'anapathe malheureusement. Sinon, pendant que les patients ils sont vivants, c'est soit probable, soit possible. Pour avoir une angiopathie amyloïde probable, donc il faut qu'il y ait un patient symptomatique de plus de 50 ans qui ait fait des symptômes de l'angiopathie amyloïde, qu'il n'y ait pas d'autres étiologies, qu'il n'y a pas d'hémorragie ou de microhémorragie profonde, qu'il y ait de lésions hémorragiques lobaires ou, ce qui a été rajouté maintenant, une lésion hémorragique lobaire et une lésion non hémorragique, donc soit les espaces vasculaires dilatés, soit la leucopathie multispot. Et si c'est possible, il suffit d'une seule lésion hémorragique lobaire ou d'une lésion non hémorragique, ce qui n'est pas évident hein, quand on voit une leucopathie isolée de dire que c'est une angiopathie amyloïde possible. Bon, encore faut-il qu'il soit symptomatique. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que les angiopathies amyloïdes, on les met sous anticoagulants ou pas? Par exemple, quelqu'un qui a une FA en même temps. Il y a des gens qui sont intéressés à ça et qui ont catégorisé un petit peu l'angiopathie des patients qui ont une angiopathie amyloïde en 2 phénotypes, les phénotypes à haut risque et les phénotypes à risque un peu plus bas. Et alors, ce qu'on sait de ces fameux aura amyloïdes, les troubles neurologiques, là, qui sont à très haut risque hémorragique. Donc, les patients qui ont ce type de manifestation, ils sont a priori à 44% de risque de faire une hémorragie cérébrale à 1 an. Vraiment, il faut faire très, très attention à ces manifestations. Et puis après, s'ils ont une hémocydérose corticale, s'ils ont fait une hémorragie lobaire, mais qu'ils ont aussi des microsaignements ailleurs, ou s'ils ont une hémocydérose corticale focale. Par contre, les patients qui ont juste des microsaignements, ils sont à bas risque. Donc ça, on peut les autoriser à avoir une anticoagulation s'ils ont une FA où on sait que le risque ischémique il est beaucoup plus élevé que le risque de saignement de ces patients qui ont juste des microsaignements ou qui ont fait juste un hématome lobaire. De toute façon, il faut discuter au cas par cas. Et puis, je laisse la place à Julie. C'est Julie. Alors du coup, moi, je voulais vous parler donc principalement de la filière neurovasculaire qu'on a mis en place avec le docteur Kumurchik à Saint-Camille. Donc juste un petit rappel très rapide sur la prévalence des AVC et des AIT, pour montrer que c'est du coup bien un vrai problème de santé publique. Donc 150 000 nouveaux cas d'AVC en France par an. À peu près 1 personne sur 6 qui fera un AVC au cours de sa vie. Donc c'est pas beaucoup, enfin c'est beaucoup au final. Et du coup, première cause de handicap acquis, deuxième cause de démence et deuxième cause de mortalité, à savoir que c'est la première cause de mortalité chez les femmes avant le cancer du sein. Les AIT, ça représente donc du coup 30 000 nouveaux cas par an.
Et il y a un risque vasculaire du coup après avoir fait un AIT, bien évidemment le risque d'AVC dans les 3 mois, mais aussi le risque de faire un infarctus du myocarde et un risque de décès vasculaire dans l'année. Donc les constats principaux en neurovasculaire aujourd'hui, c'est que déjà il y a une inégalité d'accès aux soins dans les services spécialisés en neurovasculaire. Il y a beaucoup de disparités régionales, donc on sait que les INV tendent à se déployer sur le territoire, mais malheureusement, il y a certaines régions qui sont encore sous-dotées dans ces services spécialisés. Il y a aussi du coup une prise en charge insuffisante donc, dans les unités spécialisées, donc ça rejoint un peu le constat d'en haut, en disant que du coup un patient sur 2 est hospitalisé en UNV après avoir fait un AVC, alors que les objectifs de la HAS voudraient que chaque patient qui fasse un AVC passe en UNV, et une insuffisance des actions de sensibilisation et de prévention, où du coup les patients ne sont pas forcément toujours sensibilisés à la prévention primaire, et après dans le suivi de leurs facteurs de risque, ça reste parfois un peu approximatif. Donc il y a quand même des actions en tout cas à faire, et bien évidemment l'arrivée dans certains centres qui ne disposent pas du coup de plateau technique de faire de la téléthrombolyse à distance. Donc à partir de tous ces constats, on s'est posé la question du coup à Sainte-Camille de voir s'il n'y avait pas l'intérêt de mettre en place une filière un peu spécialisée en neurovasculaire dans un établissement qui, comme ici, ne dispose pas en tout cas de lits appropriés à la neurologie en soi. Donc cette filière avait pour but donc 4 objectifs principaux. Déjà donc d'améliorer la prise en charge de nos AVC qu'on reçoit et qu'on hospitalise, avec du coup faciliter donc l'accès au bilan étiologique quand les patients sont hospitalisés, donc avoir accès donc aux échographies cardiaques, à la recharge de l'AFA avec les holters, etc. Et du coup de bénéficier après de l'évaluation neurologique initiale avec les scores de NIHSS, prévenir les complications à la phase aiguë avec des formations qui tendront à se mettre en place auprès des paramédicaux pour justement sensibiliser à tout ça, et optimiser les sorties d'hospitalisation, notamment avec la mise en place récente du Prado post-AVC, mais aussi avoir un réseau de contacts de professionnels libéraux, les orthophonistes, etc. Ensuite, on a mis en place du coup sur l'hôpital Sainte-Camille un nouvel hôpital de jour neurovasculaire qui a permis en tout cas d'accueillir beaucoup de patients en 1 an pour réaliser donc l'ensemble du bilan étiologique, c'est-à-dire que le patient, au lieu de sortir des urgences avec un diagnostic d'AIT, de courir à droite à gauche pour prendre ses rendez-vous du coup pour réaliser tout le bilan étiologique, cardiologique, on reconvoque du coup les patients à Sainte-Camille 2 jours par semaine pour réaliser tout ce bilan, et du coup bénéficier à la fin de la journée d'une évaluation par la neurologue, et après donc de la remise du patient dans un parcours de soins où on va faire du coup des consultations de suivi en neurologie par rapport à son AVC. Du coup, ça permet de faciliter l'accès aux soins avec donc notamment des consultations IPA rapprochées, où du coup le patient, au lieu de voir la neurologue tous les 6 mois ou tous les ans, va pouvoir avoir une consultation intermédiaire pour refaire le point sur les facteurs de risque, pour réajuster des traitements aux besoins, etc. Qui se présente aussi comme un interlocuteur privilégié, parce que le docteur Kumurchik n'aurait pas forcément le temps de communiquer avec tous les patients après l'hôpital de jour. Donc, ils ont mon adresse mail, ils m'appellent, etc. Donc, c'est quand même très facilitant, en tout cas pour eux. Et développer un réseau de proximité, donc notamment avec les orthophonistes, les kinés en ville, les CPTS partenaires, etc. Et du coup, ça permet bien évidemment donc, la prévention secondaire et le suivi, donc surveillance des facteurs de risque, surveillance des thérapeutiques, et voir que le patient il a bien réalisé tout son bilan étiologique, etc. Et surtout aussi la législation sur la reprise de la conduite, puisque beaucoup de patients ne savent pas qu'après un AVC, on ne reprend pas forcément la conduite comme ça, donc on revoit beaucoup de choses pendant cette consultation. Donc, je vais vous parler maintenant de petits cas qu'on a eu au cours de l'année, du coup, puisqu'on est à 1 an du coup de la création de cette filière. Donc, le premier cas, c'était un patient de 35 ans qui s'est présenté aux urgences donc en janvier. Vers 19h, il vient aux urgences pour une paralysie faciale gauche, brutale, d'allure a priori centrale, depuis plusieurs heures, mais il n'y a aucun autre déficit neurologique, il n'a aucun facteur de risque cardiovasculaire. Et du coup, quand il arrive aux urgences, on lui fait son IRM cérébral, un angioscan des troncs supraortiques qui est normal. Donc on se dit probablement qu'il a peut-être fait un AIT, donc on va le faire rentrer avec
des antiagrégants plaquettaires et on demande du coup un hôpital de jour neurovasculaire pour qu'il puisse avoir son bilan étiologique. Donc du coup, le lendemain, je reçois la demande, donc j'appelle le patient. Le patient me dit que sa paralysie faciale est toujours du coup bien persistante, mais qu'à part ça, ça va. Donc du coup, je me questionne en me disant que normalement, un AIT, ça ne dure pas aussi longtemps. Et donc du coup, est-ce qu'il y a vraiment un AIT ou est-ce qu'il n'y a pas une autre cause un petit peu sous-jacente? Donc plutôt que de faire un hôpital de jour dans une semaine, je le convoque en consultation IPA pour justement refaire un examen donc, neurologique. Et en fait, du coup, pendant la consultation, je remarque que sa paralysie faciale, elle est plutôt d'allure périphérique que centrale et qu'il se plaint d'une hyperacousie à gauche, etc. Donc, je joue ma carte joker, docteur Kimursuk, que j'appelle du coup pendant ma consultation et qui confirme que c'est bien une paralysie faciale périphérique et qu'en plus de l'hyperacousie à gauche, il y a une dysgeusie, etc. Donc là, ça sort un petit peu de mon champ de compétences. Et du coup, on a appelé le docteur Dahan, donc ORL, qui consulte dans la même zone que nous. Et finalement, voilà, c'est ça. Donc on était tous à proximité. Donc en fait, en l'espace d'une consultation, le patient a vu donc 3 intervenants différents. Et du coup, l'ORL a confirmé donc, la présence de vésicules dans son conduit auditif à gauche. Et donc, du coup, c'était une paralysie faciale périphérique qui était du coup virale et herpétique. Et du coup, ça a hésité à ce patient de bénéficier d'un HDJ neurovasculaire et probablement peut-être d'une ETO. Donc, c'est voilà, donc du coup, ça a été donc, une prise en charge qui était plutôt sympathique pour le patient finalement. Donc voilà. Et ensuite, du coup, le deuxième cas clinique dont on voulait vous parler, donc un cas clinique qui donc relate d'une dame de 74 ans qui vient le 10 août pour un engourdissement brutal de tout son hémicorps gauche, qui donc apparemment est régressif en 45 minutes. Du coup, voilà, tout le côté gauche un petit peu engourdi, etc. Donc le 11, elle refait un épisode d'engourdissement de l'hémicorps gauche sur ces 3 étages. Donc on se dit, bon, la patiente est vue à Mont-d'Or, qui lui fait donc tous les examens. Donc voilà, 15 jours plus tard, donc un petit peu perdue dans la nature finalement. Et du coup, tous ces examens sont normaux. Il y a une leucopathie vasculaire. Donc la patiente, elle rentre donc à domicile. Elle doit faire son cholestérol LDL en ville, qui montre qu'elle est à 1,59. Et donc du coup, on décide de la traiter par Cardegix 75 et atorvastatine. Dans l'intervalle, dans l'intervalle assez long, puisque du coup ça se passe en août, donc en novembre, elle voit donc le docteur Kimursuk en consultation, qui prescrit du coup une IRM cérébrale, et le 29, elle est revue avec les résultats de cette IRM qui montrent que effectivement il y a une leucopathie périventriculaire, il n'y a pas de lésion en tout cas ischémique, pas de saignement, donc on prescrit le bilan cardiologique standard pour faire le bilan d'AIT. Et bien évidemment, on garde du coup la même conduite anti-agrégant plaquettaire et atorvastatine. Au final, en décembre, soit un mois plus tard, la patiente fait une embolie pulmonaire sur une thrombose poplitée et jambière à gauche. Donc elle est mise sous anticoagulant 5 mg, donc 2 fois par jour. Et plusieurs mois après, donc 5 mois plus tard, elle est vue en consultation avec la neurologue toujours. Elle va bien, pas de nouvel épisode neurologique. Son bilan cardio est toujours négatif et elle est toujours sous hélicis. Et au final, en juin, donc nouvel épisode d'engourdissement de la joue gauche, de la main gauche, dysarthrie pendant 5 minutes. Elle refait donc 4 jours plus tard une consultation avec la neurologue qui rajoute en plus de ça, du coup, en plus de l'hélicis, du Cardegix 75 mg et qui dit bon, on va la reconvoquer aussi pour faire un hôpital de jour neurovasculaire. Et donc, du coup, le 9, elle refait un hôpital de jour neurovasculaire avec un épisode de paralysie faciale gauche et de dysarthrie, donc la veille. Donc, elle est toujours avec ses... Ouais, ben. Au mois de juin, et puis entre-temps, après la consultation de l'hôpital de jour, elle refait un épisode alors qu'elle est l'équipe et cardiologique. Donc, du coup, cette patiente, on lui fait tout son bilan. Bien évidemment, du coup, pendant l'hôpital de jour, elle bénéficie d'une nouvelle IRM cérébrale qui nous montre plusieurs petites choses.
le flair avec la fameuse leucopathie un peu partout. Un T2 étoile, donc il y a l'hémocydérose corticale qui est au bon endroit pour déclencher des projections de gauche et la dame. Et puis on voit sur la Terre, c'est pas la meilleure séquence pour voir les espaces de dilatés. Mais vous voyez les petits points noirs là, correspondent très probablement à des espaces de hormones dilatés. Alors, c'est une patiente qui, depuis probablement dès le début, ne faisait pas des AIP, mais qui faisait les fameux TFN2, là, les épisodes transitoires de la géopathie adénoïde, mais qui n'avait pas, en 2023, d'hémocydérose cérébrale pouvant poser le diagnostic et qui l'a probablement fait dans un contexte d'utilisation des anticoagulants pour sa thrombose cérébrale. Donc là, le diagnostic, je ne sais pas, il y a peut-être le médecin traitant qui est parmi nous, ou un le diagnostic est bien d'être proposé, on a arrêté les anticoagulants comme prévu. Du cardiologique, ça donne tendance qu'il y a des codoplaires veineux, des membres inférieurs, mais probablement la revoir bientôt, mais que j'ai arrêté le cardiologique aussi. Puis j'ai un produit un traitement anticoagulant par Vinpat, elle n'a plus refait des dysonépsies. On n'irait pas très bien le Vinpat, on a changé par Vinpat et on va revoir avec l'IRM de contrôle bientôt, mais c'est une patiente qui est très à risque de faire un saignement cérébral sur le patient adénoïde. Donc voilà, je suis à discuter avec vous ce cas, parce que ça paraissait très intéressant par rapport aux manifestations et que si jamais les patients refont des épisodes sous anticoagulants, il ne faut pas hésiter de refaire l'imagerie cérébrale. Il y en a eu deux en un intervalle et la première, elle ne fait vraiment pas de l'angiopathie adénoïde, mais aussi l'hémorragie de l'angiopathie. Donc voilà les petits cas intéressants et du coup finalement en conclusion de cette diaporama on pourrait donc dire que du coup la filière neurovasculaire tend en tout cas à faciliter l'accès au bilan étiologique rapide après un AIT ou un AVC mineur, que ce soit pour les patients qui sortent ou pour les patients qu'on garde en hospitalisation. D'optimiser toujours la prévention et suivi des facteurs de risque cardiovasculaire et surtout de sensibiliser le patient et son entourage. Et le lien ville-hôpital qui est donc extrêmement important, notamment quand les patients doivent sortir avec des rééducateurs en ville, des kinés, etc. Le lien avec le médecin traitant. Et du coup, à ce titre, je vous ai laissé un petit QR code que vous pouvez flasher. Et en fait, ça s'adresse du coup principalement aux médecins qui auraient du coup des petits AIT ou des AVC mineurs à nous adresser pour faire le bilan étiologique. C'est la petite demande que vous pouvez du coup nous adresser. Par mail ou sur Doc & Co pour les abonnés Doc & Co. Voilà.